ouvrir de nouvelles voies. De l'origine des images au monde contemporain, des techniques ancestrales aux nouveaux imaginaires, ouvrir de nouvelles voies, c'est de tout temps le rôle de l'artiste, le rôle des artistes. C'est ce qui irrigue aussi la mission de passeur du groupe Beaux-Arts et compagnie. Défricheurs, décrypteurs de ces nouveaux chemins de la création. Beaux-Arts Magazine, depuis 40 ans, devenu le fleuron de la presse artistique et culturelle française, avec un lectorat toujours en croissance, petite exception dans l'univers de la presse écrite, et un niveau de vente et de lecteurs que le monde nous envie, puisque nous n'avons pas trouvé d'équivalent dans le monde occidental, et pour ce qui est au-delà du monde occidental, nous cherchons encore. Signe que cela passionne bien au-delà des experts et des amateurs d'art. De l'art pariétal à l'art contemporain, Beaux-Arts Magazine, et je salue ici le travail de la formidable rédaction, s'intéresse à tous les créateurs qui se saisissent des outils, des usages, des possibilités offertes par les techniques, les technologies, pour inventer de nouvelles formes narratives, imaginer de nouveaux futurs. Beaux-Arts fait ainsi le pont entre les époques, mais aussi entre les cultures, entre les géographies, entre les disciplines artistiques, mais aussi l'art et les sciences. Et c'est ce même ADN qui nourrit le développement d'un écosystème qui s'est enrichi au fil des dernières années d'autres médias, gestes, le quotidien de l'art, mais aussi d'activités de conseil, d'ingénierie culturelle, de médiation, de conférences, de rencontres professionnelles. Ça nous a amené donc sur ces ponts entre les cultures, aussi dans de nouveaux espaces entre les arts et les sciences. Beaux-Arts Consulting a ainsi, avec l'IRCAM, au CILAB, le centre contemporain qui a ouvert à Taïwan, travaillé sur ce lien entre l'art contemporain et les nouvelles technologies. En Corée, nous avons accompagné l'ouverture d'un musée autour des arts numériques. Et puis Beaux-Arts Institute, à travers ses masterclass et ses séminaires, emmène artistes, penseurs, scientifiques à travers le monde. Et récemment, en octobre, nous étions au Japon. Le Japon, c'est là où Justine Aymar a fait de nombreuses résidences artistiques, c'est là aussi où elle expose, et c'est là où elle va assurer la direction artistique, elle l'assure déjà, du pavillon de la France pour l'Expo universelle Osaka 2025. Japon, Corée, les points communs étaient là, il fallait bien que nos chemins se croisent. Ça a été chose faite il y a 6 mois à peu près, autour de l'exposition Decoding Korea au Grand Palais Immersif. Nous avons eu un échange que j'ai trouvé passionnant autour de sa pratique qui combine les neurosciences, la robotique, évidemment les formes artistiques et sensibles et les médiums les plus variés. Et de là est née l'idée de parler aujourd'hui de son travail, de sa pratique, qui travaille sur l'émergence et la coexistence de nouvelles formes de vie, de nouvelles intelligences. Et je pense que c'est Justine qui en parlera le mieux. Bonjour. Alors Justine, tu travailles depuis des années avec des scientifiques et sous des formes artistiques et poétiques sur le rapport entre donc ces neurosciences, des dialogues qui font parler humains et robots, intelligence organique, intelligence artificielle. L'IA, on en parle évidemment, c'est un peu un fil rouge aujourd'hui depuis ce matin et puis dans la culture depuis quelques temps. Est-ce que pour toi, c'est un outil, un nouveau pinceau qui permet à l'artiste de puiser dans une palette de plus en plus variée? Alors bonjour à toutes et tous. Et je répondrai très simplement que en fait, cette démocratisation soudaine des intelligences artificielles en ligne
a quand même semé le trouble quant à leur nature. Et je pense qu'il faut arrêter justement de les comparer à des simples outils ou boîtes à outils. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est un champ scientifique complexe qui émane de la vie artificielle, donc qui est cette étude passionnante sur la vie, sa computation, et c'est ce qui en fait sa complexité, sa richesse et son intérêt. Et les IA génératives grand public ont accéléré ce phénomène de visibilité, ont encouragé beaucoup de fantasmes, mais elles sont que la partie visible de l'iceberg. Pour moi, l'IA, ce n'est pas un outil, c'est bien au-delà. C'est l'étude de tous les systèmes présents dans la nature et ce qui nous environne. Et c'est aussi la collaboration avec d'autres formes de vie, d'autres possibles. Et je voulais vous parler de cette œuvre, Coexistence, qui est une installation vidéo qui témoigne d'une expérience menée en laboratoire au Japon. Donc, dans cette œuvre, j'ai mis en scène un humain et un robot humanoïde particulier qui est développé par des laboratoires scientifiques pour développer son propre comportement non basé sur l'anthropomorphisme. Et je trouve que c'est important aussi de se confronter à d'autres intelligences un peu plus primitives, un petit peu plus basées sur des connexions neuronales ou des choses plus abstraites. Ça nous permet de réfléchir à la vie et de sortir de ce modèle humain qui est largement représentatif dès qu'on parle d'intelligence artificielle. C'est aussi une façon de sortir de la fonctionnalité des machines et de rentrer dans quelque chose qui est beaucoup plus autour de leur existence. Une machine a une présence et peut nous amener une certaine sensibilité. Et c'est quelque chose qui est très fort, d'autant plus qu'on n'a pas besoin forcément de parler la même langue pour se comprendre et pour créer ensemble. Alors, créer ensemble entre robots et humains, est-ce qu'il n'y a pas d'autres formes de création collective qui serait peut-être le propre de formes de vie plus organiques? Alors en fait, c'est ça qui est passionnant quand on travaille avec des robots, des machines, c'est qu'en fait, on se retrouve face à toute une équipe de scientifiques, d'étudiants, et on a un vrai travail de collaboration humaine autour de ces machines-là. Et cette intelligence collective, c'est elle qui émerge de la technologie et qui est hyper intéressante à travailler. Moi, je me suis beaucoup intéressée aussi à la vie artificielle et à l'intelligence collective qu'on peut retrouver dans la nature. Donc, par exemple, un organisme comme celui d'un essaim d'abeilles que j'ai observé, filmé. J'ai travaillé à partir de capteurs pour essayer de déduire une computation autour de ces abeilles. Donc, c'est bien connu depuis longtemps, les abeilles ont un système de communication complexe par danse, par vibration. Et comment est-ce que, en fait, en tant qu'artiste, on peut venir recréer quelque chose à partir de ça? Donc j'ai créé un logiciel qui anime une grande installation de verre soufflé qui s'intitule Supraorganisme et qui réagit à une détection subtile des visiteurs pour faire apparaître une nouvelle forme de vie, une nouvelle forme d'installation. On a poussé le système pour aller jusqu'à une prédiction du futur de l'essaim. Et puis, cette dimension de l'incarnation qui est hyper importante dans mon travail, il y a toujours cette idée du ghost in the shell, comment est-ce qu'on anime la machine avec un logiciel. Et alors, ces nouvelles, donc ces images et ces nouvelles formes que tu génères, tu allais les chercher jusque dans la préhistoire, jusque dans les premières formes d'art pariétal? Oui, et donc pour la création de cette œuvre qui s'intitule Hyper Fantasia des origines de l'image, j'ai élaboré une grande fresque vidéographique à partir d'algorithmes génératifs, donc cette fois-ci de la génération d'images, mais à partir de modèles que nous avons entraînés nous-mêmes sur une base de données scientifiques, celle de la grotte Chauvet-Pont d'Arc, qui est cette grotte qui contient des milliers de gravures et de peintures pariétales, et qui est datée d'il y a 38 000 ans, donc bien plus ancienne que la grotte de Lascaux par exemple. Et donc l'idée c'était d'entraîner ces modèles génératifs sur les premières représentations de notre humanité et pour pouvoir poser des nouvelles interprétations, des nouvelles formes qui sont invisibles pour l'être humain puisque la machine a cette force de computation que nous n'avons pas nous en tant qu'être humain. Et donc dans ces images générées, mon choix s'est porté sur les images qui étaient les plus parlantes, qui en fait reproduisaient ce phénomène de pareidolie où en fait dans le brouillis de pixels, je voyais des formes d'animaux émaner et qui est un petit peu ce phénomène qui était à l'œuvre lorsque les hommes et les femmes de la préhistoire descendaient dans les grottes, voyaient une forme émerger de la paroi et venaient la souligner avec une peinture. Donc c'était assez étonnant de voir qu'en connectant 38 000 ans de technologie de l'image depuis
le premier morceau de charbon jusqu'à aujourd'hui les pixels et les machines super puissantes qui nous permettent de générer des images, on pouvait retrouver quelque chose qui était du geste de l'artiste. Et en fait, on dit souvent que la machine, elle crée du faux. On dit que l'artificiel s'oppose au réel, mais je ne suis pas d'accord avec cette interprétation. En quoi les images créées à partir de données scientifiques seraient-elles moins vraies que les photographies des grottes? C'est une nouvelle vision où la vérité prend une nouvelle forme. Et il y a quelques jours, je donnais une conférence avec un mathématicien qui disait que lorsqu'ils inventent un nouveau théorème, ils ne savent pas s'ils le découvrent ou s'ils l'inventent. C'est justement ça qui m'intéresse. Est-ce que l'intelligence artificielle nous permet de découvrir ou d'inventer des choses? En tout cas, cette œuvre Hyperphantasia déploie un monde en plusieurs dimensions, qui est peut-être une nouvelle invention. Et elle connecte donc ces 38 000 ans de technologie de l'image. Donc je dirais pour résumer que l'intelligence artificielle nous permet de vivre cette grande aventure où nous découvrons et inventons de nouvelles formes de vie, des collaborations inédites et des images jamais vues. Merci Justine de nous ouvrir ces nouvelles voies. Et si vous êtes vous aussi intrigué et passionné par ce travail et cette pratique artistique très inédite que propose Justine, je vous donne rendez-vous à Osaka en avril 2025 pour découvrir le pavillon France. Merci Solène.